Rien de pire que de se vanter d'être un génie en entrant dans la nouvelle académie de la ville, pour ensuite rester bloqué au niveau 3. Alors que tout le monde progresse, cette histoire commence avec le protagoniste Ao, qui, enfant, était avec sa mère et sa sœur. Ils vont tranquillement à l'école, où le petit, bien qu'il soit pleurnichard, est convaincu qu'il les protégera toujours. Mais c'est justement ce jour-là que la première fissure apparaît sur Terre, une sorte de portail violet par lequel des créatures géantes commencent à apparaître. Et en même temps, des chiffres apparaissent pour indiquer le niveau de chaque humain. C'est alors que la mère met les enfants en sécurité. Il s'avère qu'elle appartient à un groupe de divinités, alors elle essaie de s'occuper de la créature. Mais au final, il est clair que la créature la dépasse largement. Et puisque cette bête cherche un sceau qu'elle possède, elle décide qu'elle peut se sacrifier pour le bien des humains, mais surtout pour ses enfants. Elle finit par s'immoler avec la créature dans une explosion qui a laissé ce cratère. À partir de ce moment-là, des créatures de différents niveaux de puissance n'ont cessé d'apparaître. Mais les humains ont aussi commencé à développer des pouvoirs qui peuvent même être améliorés en augmentant ces niveaux qu'ils ont dans la tête en utilisant l'expérience. Donc, à ce stade, des académies sont créées pour que les jeunes puissent améliorer et entraîner leurs compétences, afin qu'ils puissent un jour rejoindre l'une des 5 factions les plus importantes. Eh bien, voici le protagoniste, déjà adolescent, avec un humble niveau 3 qui est le plus bas de toute l'école. Et c'est pour cette raison que les brutes de la classe le harcèlent constamment. Surtout parce qu'il se vantait d'être un génie les premiers jours, contrairement à sa sœur, qui arrive sur place pour le défendre. Et c'est la première élève à atteindre le niveau 7 en seulement 1 an. Un contraste pour lequel on le considère comme quelqu'un qui se cache derrière les autres, mais en réalité, cela lui est égal. Ici, ils retrouvent leur père, car Hao fête ses 18 ans tout en profitant de l'occasion pour se souvenir de leur mère. Pendant ce temps, le gars ne souhaite aujourd'hui que la santé de sa famille. Juste une fissure, oserait-il ? Dans ce cas, pauvre niveau 3, pendant qu'il l'écrase, malgré tout, il fait ce qu'il peut pour empêcher que ça arrive à sa sœur, mais ce n'est pas possible, sa vie descend à des niveaux critiques. Cependant, c'est après avoir atteint ses limites qu'il active le système du roi à sa disposition. Une capacité qui pourrait être liée à sa mère, où il dispose de 10 secondes avec cette grande épée. Et une technique de jeu avec laquelle il laisse l'araignée confuse et sérieusement brûlée. Elle doit donc devenir sérieuse, se nourrissant de la vitalité de ses vaincus, tout en progressant. Le temps est écoulé pour le protagoniste. Cependant, plus sa vie diminue, plus sa puissance augmente. Alors, avant de devenir de la nourriture, il utilise une compétence à usage unique, puisqu'il dispose d'un catalogue gigantesque qu'il peut utiliser en sacrifiant de l'XP. Ou lorsqu'il est trop blessé et que l'araignée, désormais carbonisée, finit par mourir, le système lui accorde alors une récompense de 20 000 points pendant que son corps est réparé. Le comte du roi lui accorde 12 niveaux d'expérience qu'il peut continuer à améliorer. Bien que ces améliorations soient distinctes du niveau 3 que tout le monde verra, car il s'agit d'un système qui n'est pas commun. Ainsi, ses camarades continueront de penser que c'est un perdant. Quoi qu'il en soit, il faut d'abord emmener son père chez le médecin, mais sans argent, le docteur corrompu refuse de le soigner, même pour sauver une vie. C'est pourquoi le protagoniste lui propose la gemme du démon qu'il vient de gagner, ce qu'il tente beaucoup. Mais il ne croit pas qu'un niveau 3 ait pu l'obtenir, alors il l'accepte pour la moitié du traitement, en lui donnant un délai pour trouver le reste. Un jour, le protagoniste parle avec sa sœur, puisqu'elle est encore blessée, en lui disant qu'il s'occupera de tout. Voilà, le lendemain, tous les étudiants sont rassemblés pour la compétition de donjon, où non seulement il y aura une récompense d'1 million pour le gagnant, mais aussi la chance d'être choisi par MO. Sous la forme de Mogon, l'une des familles et équipes les plus prestigieuses qui parrainent l'événement. C'est l'occasion pour qu'un des meilleurs étudiants du monde soit choisi. Mais pour le prota, l'important, c'est l'argent pour son père. Cependant, cette fois-ci, le donjon se déroulera dans la forêt sombre, où des équipes de 5 affronteront des bêtes. Même avec des monstres de niveau 15 et un boss final qui atteint le niveau 20. L'argent sera partagé entre les membres de l'équipe, mais la gloire de celui qui vaincra le boss sera individuelle. Avec cette difficulté, certains étudiants commencent déjà à douter. Mais pour la marraine, s'ils ne peuvent pas réussir ce donjon, ils n'ont pas le droit de faire partie d'un groupe aussi important.
Quant au protagoniste, il est déjà tout excité. Quand la faille de transport s'ouvre devant tous, il entre le premier dans le donjon, suivi par le harceleur qui refuse qu'il attire plus l'attention. Pendant ce temps, les sponsors savent déjà que le jeune homme est celui qui s'est occupé du démon. Ce n'est qu'en arrivant dans la forêt qu'il élimine les ennemis les plus faibles, mais il sait que pour gagner plus d'expérience, il lui faut de grands boss. Et c'est là qu'il entend un cri à l'aide, et trouve cette fille que son groupe a abandonnée. Le protagoniste ne s'y intéresse pas, mais au moins il va la libérer de cette toile d'araignée. Le problème, c'est qu'ils finissent tous les deux par tomber dans le piège de cette reine araignée. Niveau 16, ils sont morts. Cependant, le protagoniste réalise qu'ils peuvent briser les liens avec leurs dents. Ils tentent de s'éloigner en brûlant la toile, tandis que le protagoniste évite les éclaboussures de l'araignée une fois libéré. Le combat s'intensifie. Le protagoniste saisit l'épée, affronte de nombreuses araignées esclaves, mais finit piégé dans encore plus de toiles. La fille pense alors qu'ils ont perdu. Mais le gars est le maître du feu, alors il utilise sa compétence dans une explosion qui élimine cette créature sans trop de problèmes. Il gagne 5000 points d'expérience. En plus, son système transforme l'un des crocs de l'araignée en un objet qui améliore sa force. La fille est convaincue de le suivre partout, tandis qu'au loin, ils entendent le démonosaure, une bête géante qui poursuit ses anciens compagnons. Que feront-ils s'ils regrettent d'avoir abandonné la soigneuse après avoir été vite éliminée ? Leur chef, seul face au protagoniste, supplie alors sa camarade de les soigner. Elle agit impulsivement, attirant l'attention de l'ennemi. Pendant ce temps, le type en profite pour s'échapper et garder ses trésors une fois qu'ils seront éliminés. C'est alors que le protagoniste s'en rend compte, ils le prennent par derrière et l'incinèrent pour qu'il réfléchisse un peu. Malgré tout, il ne peut pas laisser la fille seule et à distance, il enveloppe le dinosaure dans une attaque de feu. Une solution temporaire. Pendant que le faible ne peut pas surpasser le protagoniste, il lui demande pardon pour ses actes et se montre prêt à obéir. Il feignait pour attaquer encore. Le protagoniste l'achève d'une série de coups de poing et débloque le succès pour avoir éliminé un joueur. Cependant, le vin respire encore. Le protagoniste lui inflige des coupures qui l'affaiblissent rapidement. Même s'il fait tomber la créature, il sait qu'elle résiste au feu, donc il est impossible de la vaincre. La seule chose qui reste à faire est essentiellement de l'apaiser. Et pour cela, ils doivent faire descendre sa vie en dessous de 20% pour que cela fonctionne. C'est pourquoi le protagoniste utilise toute la maîtrise de ses flammes, enfermant la créature tout en lui infligeant de lourds dégâts. Cependant, il finit par activer une nouvelle phase où le prota souffre en recevant des attaques de foudre. C'est donc le moment pour Tian d'utiliser sa guérison au bon moment, ce qui lui complique un peu la tâche. Finalement, avec l'avis de l'ennemi où il la veut, il domine la bête qu'il possède. Elle devient un familier mignon mais doté d'une grande puissance. S'il le termine, le protagoniste reçoit une incroyable récompense. Mais en voyant la fille, il n'y arrive pas et obtient seulement quelques points en la préservant en bonne santé. Ici, il entre dans l'espace de son système où il peut améliorer une compétence de soutien connue sous le nom d'œil de la vérité, qui peut lui être utile pour le boss final. Alors il s'améliore, tout en gardant aussi le cadeau du dinosaure. Eh bien, ici, ils sont observés par les sponsors, qui après avoir vu ce qui s'est passé, veulent rendre le jeu encore plus intéressant. C'est pourquoi tous les joueurs reçoivent maintenant le tableau des meilleurs scores, en plus de l'emplacement. Ainsi, ils essaieront de se voler plus de points entre eux, augmentant la compétition joueur contre joueur. Le bully le réalise vite et s'allie à d'autres groupes pour le battre. Mais House, conscient de la situation, utilise sa nouvelle capacité, ce qui rend la tâche facile. Trouver la cachette du boss final, en arrivant sur place avec sa partenaire à l'intérieur de la forêt, où il décide de faire preuve d'hygiène. Pas pour combattre le boss, mais pour s'amuser un peu, car les alliés du bully arrivent, prêts à les prendre en embuscade seulement pour se retrouver face à l'arbre sombre, boss final du donjon. Et donc ici, ils ne peuvent plus reculer, ils attaquent tous en même temps. Et apparemment les coups lui font mal, ce qui leur fait penser qu'ils peuvent gagner. Mais dès qu'il change de phase, il devient invulnérable aux coups, et avec ses attaques, il invoque une armée des rues. Ici, ils vont perdre. Donc avant que les coups n'entrent en scène, il brûle tout ce qu'il a à proximité et leur dit que, par leur propre volonté, ils doivent remettre leur parchemin, ce qui les retire de la compétition. Mais au moins, ils ne mourront pas, donc la plupart finissent par accepter. Pendant ce temps, Bully, par pure fierté, n'est pas capable de partir, car Prota ne leur a tendu qu'un piège. Cependant, la véritable préoccupation doit être l'arbre sombre qui parvient à capturer la plupart d'entre eux, pendant qu'ils se retrouvent enveloppés dans une sorte de champ empoisonné, qui en plus trouble ceux qui s'en approchent. Malgré cela, le courant d'air de Zhao parvient à les mettre en sécurité un instant. Le Prota avertit que ceux pouvant partir doivent le faire avant de mourir.
Ne reste que le harceleur, donnant plus de liberté au prota pour esquiver dans l'arène. Ici, il décide d'attaquer avec sa tempête de flammes. Ce qui n'est rien pour le chef, il peut l'arrêter de face. Mais c'était ce que cherchait Zhao pour attaquer dans le dos, le rendant vulnérable et cette fois, le finir en obtenant le succès dont il avait besoin. C'est pourquoi le portail pour sortir du donjon s'ouvre. Cependant, il ne fonctionnera que lorsqu'il ne restera plus que l'équipe gagnante. Et comme il ne sait pas pourquoi le harceleur continue de gêner, le protagoniste s'occupe de le faire sortir un peu de force, ce qui fait qu'il finisse par s'échapper un peu tard du donjon. Mais cela lui est utile car l'école a été prise en otage et est en ruine. C'est pourquoi, discrètement, le protagoniste écoute des gardes cherchant des survivants. Le protagoniste réalise qu'il s'agit d'une équipe de mercenaires, ennemis de la blonde qui parraine l'événement, et de la capturer en utilisant les étudiants comme otages. Tant qu'ils ne s'opposent pas, ou alors il les élimine tout simplement. Et bien ici justement, Tian est placée avec un groupe, mais elle finit par attirer l'intérêt du capitaine désagréable de niveau 20 qui commence à la harceler. Le bully, qui peut être n'importe quoi, ne supporte plus la scène et avec un peu de courage, se lève pour attaquer le gros. Cela ne change pas grand-chose, cela ne fait qu'emplir le type de rage puisqu'il a la liberté de tirer et il va les éliminer devant ses camarades. Cependant, ils le sortent. C'est que le protagoniste, en mode furtif, s'était déjà faufilé dans les environs, le blessant grièvement dans le dos. Le harceleur a fait preuve de cran, donc, sans trop de problèmes, le protagoniste le libère et lui remet la dague de très haut niveau pour qu'il termine le travail et gagne de bons points. Le gars le fait sans hésiter, donc à la fin, il lui offre cet objet qui a une valeur très élevée. Parce que Zhao respecte l'effort et ne garde pas de rancune. Pendant ce temps, après cela, il promet maintenant d'être loyal envers le protagoniste et de suivre ses ordres. Il va donc mettre le reste des élèves en sécurité. Pendant qu'il se rend au gymnase, où il retient les plus coriaces en otage, les sponsors, cependant en chemin, il croise quelques gardes qui sont facilement éliminés. Juste pour que le sous-commandant apparaisse avec une grande confiance, grâce à ce niveau 28 qu'il maîtrise. Il sous-estime son adversaire, étudiant, et quand il tente de l'éliminer, celui-ci disparaît. Sachant avoir affaire à un adversaire compétent, il devient plus vigilant et le poursuit, tentant de le détruire avec l'artillerie. Elle doit attaquer. Cependant, c'est ainsi qu'il se rend compte que l'armure du sous-commandant est totalement immunisée aux dégâts. En plus, il porte des canons qui, à chaque coup, provoquent une explosion inévitable. Dans son état, il n'y a aucun moyen de survivre. Dans le système, il peut utiliser toute son expérience pour charger un point de compétence spécial, concentré sur la défense. À méditer, mais faute de temps, il agit simplement. Là, alors que tous les rayons convergent vers lui, quelques boucliers le protègent. Le commandant croit que tout est perdu pour lui. Même s'il est encore vivant, il sait qu'il ne tiendra plus longtemps. Il ne s'attendait pas à la compétence de combustion spontanée liée à la dernière amélioration, avec laquelle, lorsque le protagoniste le touche, il ne lui inflige pas un seul point de dégâts, mais lui cause un effet passif où cette armure hors de prix commence à fondre. Maintenant, quand le type est en nu, le protagoniste l'achève à coups de poing. Et même s'il voulait seulement connaître l'emplacement des sponsors, le type lui remet une clé pour un trésor contenant des reliques, des clés de donjon, des larmes de méduse et des cristaux de démons. Le protagoniste déverrouille un compte différent de celui que possède De Ré. Il a maintenant accès à l'ingénieur locaux, un personnage qui a réellement existé et qui, avec ses inventions, a repoussé les limites jusqu'à détruire son propre monde. Pour le protagoniste, cela peut être intéressant et il décide d'essayer, rencontrant ce familier assez petit, mais qui, grâce à sa loyauté envers le grand ingénieur locaux, peut transformer les objets de l'inventaire en reliques encore bien meilleures. Donc pour l'instant, il n'est pas intéressé par la compétence que possède ce compte. Mais la création d'objets est assez utile et il lui laisse la plupart des armes et objets obtenus pour qu'il commence à travailler. Pendant qu'il quitte le système pour se rendre à la salle de sport, il voit que les gardes du corps de la marraine ont été transformés en pierre. Pendant ce temps, l'homme du deuxième étage lui dit qu'il a été difficile d'organiser cette rencontre et qu'elle doit accepter ces conditions, car il n'y a aucun moyen de la sauver. Encore moins à cause de la pétrification, réversible uniquement avec un objet unique. Les larmes de Méduse, justement ce que le protagoniste a dans son butin. Car ici, le type lui propose de la transformer en chef suprême du groupe Jamo, l'un des 5 grands du monde. Si elle lui remet les plans nécessaires pour sa famille, cette femme reste peu intéressée et ne veut pas se vendre. Pendant ce temps, pour le prota, la larme ne décongèle pas les gardes. Il ignore s'il l'utilise mal. Pendant ce temps, la fille lui dit qu'elle deviendra elle-même la chef du groupe Jamo, grâce à ses propres mérites. Eh bien, cela amène le type à vouloir en finir avec elle, pendant qu'elle accepte qu'il la touche. Le protagoniste n'a pas d'autre choix que de s'interposer avec ses boucliers, qui finissent par repousser l'albinos pendant un moment. Alors qu'il met la fille en sécurité, elle est surprise.
Mais le protagoniste en profite pour réclamer une meilleure récompense s'il la sauve. Elle accepte pratiquement avec un visage heureux, puis elle se retourne pour utiliser sa tempête de flammes. Ce qui ne perturbe pas l'adversaire car il commence à croiser le fer, tandis que le type trouve qu'il a perdu en finesse pour qu'un niveau 3 lui pose autant de difficultés. Pourtant, pendant que le protagoniste perd 20% de sa vie à chaque coup, la marraine lui dit que le mieux serait d'abandonner. Mais c'est la seule chose qu'il ne fera pas. Un combat ne repose pas que sur la force brute. Il possède aussi de nouveaux objets, comme cet explosif collant qui inflige des dégâts sur la durée. Malgré tout, à chaque coup de l'albinos, il doit fournir trop d'efforts, alors il commence à combiner ses reliques, ce qu'il a amélioré, obligeant le type à prendre ses distances. C'est justement l'occasion de l'attaquer par derrière. Cela laisse le commandant gravement blessé. Le prota l'est encore plus, et c'est ici qu'il voit la différence de hiérarchie. Quand le type a un objet hors de prix qui le soigne en un instant, une injection qui augmente sa brutalité et sa rage. Mais le type sait aussi, et il a honte, qu'un niveau 3 le force à utiliser ses reliques coûteuses. À ce stade, le protagoniste n'a plus rien, il n'a plus de tour et il n'a plus d'énergie non plus. Cependant, alors qu'il est sur le point de mourir, les larmes de Méduse finissent par faire effet. Et un peu tard, mais les gardes du corps apparaissent pour finir le travail que Zhao a commencé. Ce qu'il vient de faire est tout simplement épique. Tous le respectent, mais il ne veut que recevoir ce qu'on lui a promis. La jeune fille dit à son père qu'elle peut aussi lui offrir une place dans la famille. En terminant le travail et en gagnant les points du commandant, il pourrait obtenir la proposition de sa vie, une meilleure position pour sa famille. Dans le meilleur quartier, avec une hiérarchie forte, même si le prota ne veut pas être subordonné. C'est une décision à réfléchir avec l'une des familles les plus importantes de la ville, mais il y est aussi arrivé tout seul, donc la décision est assez difficile. Cependant, nous nous arrêtons ici avec ce Don Juan, qui est en cours de diffusion, qui gagne un peu de popularité, mais pas trop non plus. C'est une opportunité pour ceux qui cherchent du changement. C'est très divertissant car axé sur la progression par niveau, ce qu'on apprécie particulièrement. Une animation correcte et, il faut le dire, très accrocheuse. En gros, comme ces séries chinoises, nous y ont habitués. J'espère donc que ça vous a plu, car si c'est le cas et que vous explosez les commentaires, je vous préparerai cette vidéo dès que je verrai votre soutien pour le moment. Profitez de ce grand Don Juan, j'espère que le résumé vous a plu. Nous préparons déjà la deuxième partie, et en attendant, nous avons plus d'épisodes de ce Don Juan. Je vous laisse avec une autre de ces histoires, qui est vraiment très bonne et assez méconnue. C'est ainsi que commence cette histoire avec un jeune homme qui a été humilié par les dieux, au point de passer d'un prince respecté à être puni avec une telle brutalité qu'il en a même perdu la vue. Ici, il cherche son frère dans son château, mais un traître l'attaque, ayant lui aussi vendu son âme aux dieux. Malgré ses blessures, le mutilé Shao Yun arrache la lance, entamant un combat où l'albinos montre qu'il a du talent, avec ou sans yeux. Pourtant, après une simple entaille, son frère lui donne la seule option pour que tout le monde croie qu'il l'a tué. Il lui fera même des funérailles, mais il devra abandonner son nom, ainsi que le royaume, celui qui aurait aussi bien pu le tuer avant, mais accepte l'accord. Le blond risque des ennuis pour l'avoir épargné, mais hors du royaume, il ne survivra sans doute pas un jour. Parallèlement, on découvre ce qui s'est passé des années plus tôt. Le nom Shao Yun représentait le héros de l'humanité, car il a sauvé tout le monde du démon connu sous le nom de Kuiva, qui renaît tous les 333 ans. Cependant, les dieux ont décidé qu'il péchait contre eux, l'humiliant avec les pires châtiments. Alors que son frère prenait ses titres, il ne lui restait que la lance qui l'avait blessé. Héros pour survivre alors qu'on avance de 30 ans dans cette communauté pauvre, où le vieil homme est désormais craint des villageois. Mais avec ce forgeron comme ami, qui, en plus d'améliorer son arme, l'avertit que des bandits l'observent, Shao Yun se retrouve dans la forêt, tandis que ses voleurs sont convaincus qu'ils pourront tout prendre à un aveugle. Pour eux, c'est facile, ils essayent de les avertir, mais ils le forcent à utiliser un seul mouvement avec lequel ils démembrent tout le groupe. Au final, c'est toujours la même chose. Seuls ceux qui veulent le tuer pour les 50 000 pièces de cuivre de sa tête s'approchent de lui. Voilà pourquoi il a un cimetière dans sa cour. Pourtant, quand il vient se reposer, il fait face à une présence si rapide et puissante qu'il croit que son frère lui a enfin trouvé un bon assassin. Cependant, aussi fort soit-il, il ne s'agit que d'un simple enfant qui, en plus, ne fait que jouer avec lui. Pendant qu'il l'enlace, il ne lui prête pas plus d'attention. Cependant, juste pendant la nuit, un bandit utilise l'enfant pour entrer dans la maison, où il prive le vieil homme de sa capacité à percevoir. Et c'est le petit qui se sentant coupable. Le problème, c'est qu'il n'a pas l'habitude de tuer, alors le vieil homme assume la responsabilité. Il le calme et peu après, l'emmène enterrer le cadavre. Ici, les deux comprennent qu'ils sont tout aussi exilés par la société. Comme l'enfant est lui aussi abandonné,
Dormant dans les ordures, il restera donc avec lui pendant qu'il décide de l'appeler Milin. Un enfant à qui il enseigne peu à peu l'art de canaliser le pouvoir et de le transformer en attaque puissante. Mais le vieil homme est surpris, car l'œuvre de cet enfant est trop grande. Il rentre quand même à la maison, où le forgeron lui raconte que Cuiva, le démon, est réapparu et que cela pourrait être l'occasion de le retrouver et de se venger de son frère. Cependant, dans la nuit, il se rend compte que l'apparition de Cuiva est réelle, car il est dans le corps de Milin. C'est dangereux, car il se rappelle que dans l'Alliance, il fallait éliminer la créature au plus vite. Il l'emmène alors au lac pour la noyer. Du moins, c'est ce qu'il semblait, car des années plus tard, Milin utilise l'eau pour canaliser son chakra et supprimer l'aura de Cuiva. Voilà pourquoi il leur est difficile de suivre sa trace du ciel jusqu'à ce village inconnu, très pauvre et perché dans la montagne. Les habitants du village apprécièrent le jeune homme pour son travail et son statut de meilleur vendeur local. Mais une épidémie se propage à leur insu. Pendant ce temps, le vieil homme, à titre d'épreuve, ordonne à Milin de canaliser son pouvoir pour protéger ce fruit pendant qu'il rentre chez lui. Cependant, alors que le vieil homme revient, il n'apparaît qu'à Minchen, le seul de ses guerriers qui lui était resté fidèle et qui l'avertit de l'épidémie. Qui, selon les six, ils ont déménagé, les non pas avec la mer eau, les gagnés. Celui dont il devait s'échapper va clairement chercher sa seule famille, les retrouvant sur un pont où Yehuya précise clairement qu'ils doivent s'enfuir, au cas où les dieux lanceraient une vague d'extermination qui les effacerait tous. Mais le protagoniste ne pense qu'à sauver le vieil homme, défiant le chef du village en duel, lançant un combat à main nue où le vieil homme s'énerve à cause de son petit-fils. Cependant, son chevalier lui rappelle qu'il ne doit pas s'énerver. D'autant plus qu'ils préparent leur vengeance pour récupérer tout ce qu'on leur a pris. Pendant ce temps, le prota semble être en difficulté face à ce fouet modifié, et en plus, il essaie d'empêcher que le fruit de son maître ne soit endommagé. Il sait que pour gagner, il lui faut de la puissance et une volonté claire, protéger. Il arrête la dague à main nue, et avec celle-ci, envoie une quantité d'énergie qui plaque son adversaire contre un rocher. Ici, l'albinos accepte la défaite, mais en plus, selon la loi, il remet son peuple, et même sa forteresse. Mais le type ne se soucie que des gens, tandis que son maître le félicite pour la force que tout le monde commence à respecter. Plusieurs jours passent où Gênes, un génie technologique, est obsédé par l'idée d'éliminer Cuiva, dont il connaît toute l'anatomie. Pourtant, il est frustré parce que, malgré tant de guerres, les humains n'ont jamais pu se défendre contre le démon. C'est pourquoi il va atteindre la limite nécessaire pour obtenir une arme. Cependant, il est curieux que ce type et toute la zone qui l'entoure soient sans un seul infecté. Donc pour le forgeron, ce type a dû trouver un remède qui pourrait être parfait pour Saoyun. Le problème, c'est que des rumeurs disent qu'à l'entrée de sa grotte, on entend les lamentations des enfants qu'il utilise pour ses expériences. Le vieil homme conseille au chevalier d'empêcher Milin de prendre ce risque, mais ce dernier, peu sympathique au héros, le laisse partir chercher Milin, qui arrive dans une grotte surveillée. Avec de nombreux pièges à éviter grâce à sa grande vitesse, il pense qu'il va mourir, jusqu'à ce que sa machine indique que la grotte est fermée. Il n'arrive pas à croire que la créature qu'il cherche depuis 10 ans est si proche, mais il fait littéralement exploser tout sur son passage, jusqu'à atteindre son laboratoire, lui demandant de sauver son père. Le gars est surpris de ressembler à un humain normal et d'être influençable, cherchant juste à aider sa famille. Malgré tout, il le fait s'asseoir, prend des échantillons de sang, et effectivement, c'est le Cuiva. Donc, sous prétexte de lui donner l'antidote, il commence à le préparer. Le protagoniste réalise que le gars possède un robot très réaliste, même en pleurs. Le vieux le trompe, l'assoit sur la chaise et profite de sa confiance pour l'anéantir avec ce réacteur. Heureusement, Yehu est déjà dehors avec des canons, démontrant sa loyauté envers le protagoniste. Mais le vieux sait que ce bandit ordinaire finira un jour par devenir le démon destructeur que tout le monde connaît. Donc, s'ils doivent que se sacrifier pour atteindre leur objectif, il fera tout exploser. Cependant, Milin a d'autres plans. Il essaie de sauver le gars, l'amenant même jusqu'à l'entrée, lui demandant de sauver sa seule famille et restant enseveli. Cela rappelle au vieux comment il a commencé à fabriquer des armes capables de détruire le Cuiva pour garder sa famille en sécurité. Cependant, cette obsession l'a poussé à négliger sa fille, qui, après une chute, est gravement blessée, ce qui intensifie sa rage de tuer le démon. Mais après avoir accompli sa mission, il se sent encore plus vide, car les livres n'ont jamais mentionné que le Cuiva avait une personnalité humaine ou une famille. Il finit à genoux, pendant que Yehu vient déjà le chercher pour accomplir son travail.
Cependant, des décombres apparaît Milin, qui a pris encore plus de risques pour sauver le corps de la fille. Un geste qui fait que le vieil homme baisse enfin la tête pour la première fois et devient un allié. De retour au village, le protagoniste remarque une inconnue qui le charme, tandis que le vieil homme se remet de sa maladie. Tout cela grâce à Gênes qui répand l'antidote dans la région, mais il s'est aussi rendu compte que ce n'était pas à cause du cuiva. Ce virus a été créé par l'homme. Les villages de la montagne doivent s'unir car une guerre pour le contrôle de la région débute, gagnant des alliés en chemin. Et pendant ce temps, Yehou devient chef des troupes, calculateur, attaquant de nuit, profitant du terrain à son avantage, tandis que, au milieu de tout cela, le protagoniste ne trouve toujours pas la fille qu'il cherche. Cependant, comme cela cause beaucoup de problèmes que des innocents doivent payer. Un jour, il choisit une fille qui attire son attention et dit que c'est elle qu'il cherchait depuis si longtemps. Même s'il la protège et la nourrit, elle veut fuir. Milin lui assure qu'elle ne subira rien contre sa volonté et tente d'empêcher ses hommes d'enlever d'autres femmes. Après une semaine, elle ne lui plaît plus et pourra partir sans souci. Mais en quelques jours, la jeune fille commence à voir le protagoniste autrement. Surtout le jour de la foire, où pour lui offrir un œuf en cadeau, Milin affronte deux géants dans un concours pour voir qui peut soulever le plus de poids. Au début, le protagoniste semble minuscule mais possède une incroyable endurance. Bien que la fille soit inquiète, le protagoniste maîtrise parfaitement la situation, ce qui l'impressionne. Elle découvre ensuite qu'on prépare déjà leur mariage, pensant que c'est un plan du protagoniste. Mais le vieil homme précise « Les gens du village ne plaisantent pas. Doit-il prendre la fille au sérieux ou y renoncer ?» Eh bien voici le jour du mariage où la fille arrive prête avec sa robe, quand soudain un homme encapuchonné apparaît pour enlever la mariée. Tout le monde est inquiet et sur le qui-vive, mais c'est le protagoniste qui la ramène chez elle après lui avoir montré un paysage où, pour la première fois, elle ressent la confiance en cet homme et change intérieurement. Alors il prend le bateau, avance un peu et soudain il se retrouve transporté sur la terre des dieux, où il s'avère que oui, vraiment, c'est la fille aux cheveux bleus que le protagoniste cherchait, camouflée car envoyée pour retrouver le cuiva. Après tout ce qui s'est passé, elle doute et le protagoniste est triste car le vieux ne voit pas ce qu'ils ont vécu. Il apprend l'existence d'un tournoi dont le prix est l'œil de cristal, un objet qui aide à retrouver le cuiva et à rendre la vue aux aveugles. Tout cela lors d'un événement organisé justement par le traître Bai. Ici, le protagoniste arrive au Colisée où, lors du contrôle, on l'accuse d'avoir volé l'invitation car les gens ordinaires sont interdits. Il est sauvé par le guerrier rencontré lors de son entraînement qui lui explique que l'accès au tournoi est réservé. En effet, le gagnant pourra aussi devenir chef de l'Alliance contre Cuiva. Le protagoniste hésite, mais il a clairement la force de participer. Et Bai, qui passait par là, le voit même avec son ami Elf, qui est poursuivi avant la compétition. Comme la famille des lions aspire à diriger l'Alliance, il cherche donc à éliminer les plus puissants avant le jeu. Le prota l'aide avec les enseignements de son vieux jusqu'au jour de l'événement, où l'elfe atteint la finale contre un adversaire sur une monture incroyable, qui leste des handicapés en finale. Par moquerie, l'elfe se tait et lance un combat équilibré où le lion gagne par force et vitesse, le bras de l'elfe tremblant. Chaque coup d'épée est bloqué dans une chorégraphie de champion. Grâce à sa rapidité, l'elfe touche l'œil de son adversaire qui se remplit de rage. Il active plus de 2 chakras, rendant chaque coup encore plus intense. Son épée finit brisée et il ne lui reste qu'un seul coup à encaisser. Cependant, il crée la surprise en esquivant l'attaque avec ce qui était son bras blessé. Il lui donne un coup de poing chargé d'énergie qui l'envoie valser, s'écrasant contre un mur alors qu'il reste acculé. Parce qu'il vient de perdre, car c'était le conseil du prota. Il a supporté toute la douleur de son bras blessé pendant le tournoi, se battant avec pour que, finalement, son adversaire baisse sa garde et qu'il puisse réserver ce coup final. Ici, tout le Colisée le célèbre. Et comme convenu, le prota garde l'œil de cristal pour l'avoir aidé à gagner. Ils se séparent à nouveau, tandis qu'il fait ses adieux au vieux Vai, sans savoir qu'il a été un traître. On assiste à la pose de l'œil de cristal au vieux. Les premiers jours sont dédiés à la récupération, sa vision reste fragile, mais il est déjà touché de revoir les couleurs. Cependant, ils sont interrompus par une lettre invitant les chefs des villages à conclure l'alliance de toute la montagne lors d'un grand banquet. C'est suspect, mais l'albinos doit y assister, même s'il doit laisser son arme à l'entrée. Pendant ce temps, les chefs choisissent qui dirigera les autres. Pendant ce temps, Izu, de façon étrange, est impatient d'être choisi, car sa proposition est d'unir leurs forces pour parvenir à un accord avec l'Alliance. Mais pour Saoyun, ce n'est pas une bonne idée. Il est évident que tout ira bien les premiers jours, mais ils resteront le jouet des dieux.
Ainsi, la plupart des chefs commencent peu à peu à le voir comme quelqu'un qui veut collaborer avec l'ennemi. Alors, sentant qu'il est en train de perdre, il sort sa carte maîtresse révélant à tous que le vieil albinos est en réalité le frère du chef de l'Alliance, Bai, ce qui inverse la haine, et tout le monde le traite d'infiltré. Il est clair que son frère lui a volé le trône, il n'aurait donc aucune raison de revenir. Ils exigent seulement qu'il prouve sa loyauté en buvant le vin, peut-être empoisonné. Il obéit. La plupart des chefs finissent par admettre qu'il les dirige dans cette grande guerre, vu sa puissance. Mais en plus, avec la colère qu'il a, Sisu dit à tout le monde qu'ils n'ont pas à le suivre et à mettre en danger leur village. Pour quelqu'un qui a élevé le Kuiva depuis l'enfance, ici, clairement, les autres chefs s'énervent. Le démon légendaire, source de chaos, leur fait si peur qu'ils l'obligent à l'inaction. Au final, la panique des autres vient du fait que l'Alliance pourrait les punir. Alors le festin continue comme si de rien n'était. Pendant ce temps, le vieil homme se souvient qu'après l'opération, il ne pouvait pas utiliser son chakra sous peine de mettre son corps en danger. Mais en entendant comment il parle mal de celui qui est presque son fils, le vieil homme, dont les yeux voient un peu, emplit ses bras d'énergie. Car ici, alors qu'il saigne, il se lève pour abattre tous les chefs des villages présents dans cette salle et quiconque se mettra en travers de sa sortie. Grâce au chaos, Gen et Yehuya étaient prêts à entrer. Mais ce n'est pas nécessaire. Tout ce qu'ils savent, c'est que maintenant, il ne reste définitivement plus qu'un seul chef pour toute la montagne. Ainsi, les jours passent. Milin rentre chez elle, mais elle doit se préparer. Car maintenant, les royaumes à la frontière des montagnes préparent leurs forces pour affronter Yun avec de grandes et puissantes armes. Ils sous-estiment leur adversaire, croyant que malgré sa famille influente, son handicap et le fait qu'il s'occupe d'eux limitent ses capacités. Est-ce une nouvelle occasion de les effacer? Le lendemain, ils rencontrent le royaume des bêtes, qui n'est en réalité pas intéressé par une guerre étrangère. Puisqu'ils veulent s'entendre avec l'Alliance, ils devront se sacrifier et en finir vite avec le vieil homme qui traverse les terres des lions. Ils leur écrivent qu'ils ne veulent pas la guerre et leur demandent de passer rapidement. Cependant, il est clair qu'il s'agit d'un piège pour pouvoir les affaiblir, puis les prendre en embuscade, avec une épée spéciale qui se nourrit des chakras, multipliant ainsi sa puissance. Ils doivent donc être sur leur garde. Cependant, ici, Zhao Yun semble s'évanouir, ce qui les oblige à se reposer dans la région. Le vieil homme ne doit pas bouger pendant 7 jours ni utiliser ses pouvoirs. Mais rester immobile leur donne un avantage en cas d'embuscade, car ils ont suffisamment de provisions pour se défendre et se nourrir. Pendant ce temps, le lion, au fil des jours, manque de nourriture. C'est pourquoi il se retire, et ses alliés sont déterminés à engager le combat de front. Après tout, les gens des montagnes ne sont rien d'autre que de faibles bandits. Cependant, le Prota prépare déjà des troupes pour attaquer par l'arrière, ce qui fait que les lions commencent avec un désavantage. Mais le combat s'étend considérablement grâce à l'usage de canons contre les gens des montagnes. La force des Protas l'emporte. Ils s'emparent du reste de la montagne alors que seuls des adversaires à terre subsistent. Malgré tout, l'albinos, avec sa puissante arme, est trop fier pour battre en retraite. Et à un moment donné, il fait un véritable carnage. Ainsi, Milin, pour éviter d'autres morts, le défie au combat final des guerriers et le duel à l'épée débute rapidement des deux côtés. Mais la différence d'armes se fait sentir, libérant une aura chargée de la puissance des dieux. Le protagoniste avance malgré tout et bloque ce qu'il peut, mais enseveli, il déclenche alors quelque chose de plus et libère enfin les 4 chakras. Ici, son énergie devient rouge et son arme se confond avec son corps, ce qui lui permet de dominer son adversaire. Après ce choc, selon les règles des duels, il doit rendre son arme et se prosterner. Pourtant, le protagoniste trouve cette humiliation inutile. Ce n'est pas sa manière d'agir, et il ne va pas non plus garder la relique, ce qui laisse le géant perplexe. Cependant, il respecte bel et bien sa force. Ainsi, s'étant rendu sans honneur et sans but, il décide d'accueillir cette bête parmi les troupes. À la nuit tombée, Milin se remet complètement de ses blessures, mais l'aventure doit continuer. Et il a du travail à faire pour rejoindre l'Alliance et enfin affronter les dieux. Cependant, c'est ici que s'arrête la première saison de ce Donghua, qui, dans le dernier épisode, annonçait même avec une animation la deuxième partie pour 2022, mais elle n'est jamais sortie. Nous devons donc pour l'instant nous contenter de ce Donghua. Agréable à voir. L'animation est décevante et l'histoire omet des scènes potentiellement épiques, mais dans l'ensemble, c'est correct. Ceux qui cherchent en l'inconnu peuvent en profiter. 3000 likes pour résumer les préquels, assez ancienne et avec une animation différente. Et comme l'a dit mon père, je vous abandonne.